Dénoncer et déconstruire les savoirs qui produisent des situations d'exclusion. Waouh! Ces mots ne sont vraiment pas de simples suggestions, c'est un appel à l'action percutant. Dans cette analyse de nos textes de référence, on découvre très vite que l'éthique en éducation, ce n'est absolument pas une liste de règles passives à cocher de façon monotone. Pas du tout. C'est plutôt un engagement vital, une sorte de muscle intellectuel et moral qu'il faut entraîner tous les jours. Alors, notre but aujourd'hui, c'est d'explorer ensemble les directives éthiques fondamentales destinées au personnel enseignant en formation professionnelle au Québec. Et c'est un sujet fascinant, parce que la formation professionnelle, c'est le pont direct et immédiat entre l'école et le marché du travail. En décortiquant ces textes, on va voir exactement comment l'enseignement façonne non seulement des travailleurs ultra compétents, mais surtout des citoyens intègres. Au programme pour cette présentation, premièrement, l'éthique en enseignement, deuxièmement, la fondation institutionnelle, troisièmement, la pratique au quotidien, quatrièmement, la lutte contre l'exclusion, cinquièmement, la création d'un milieu inclusif et pour terminer, l'engagement éducatif. On commence tout de suite avec notre première section, l'éthique en enseignement, qu'on pourrait appeler l'échelle d'impact ascendante. Passons à notre deuxième section, la fondation institutionnelle, pour bien établir la base. En fait, les textes de référence nous dessinent une véritable échelle d'impact. Avant même de commencer à enseigner une matière, il y a cette grande relation macroscopique entre le corps enseignant, l'école, la société québécoise et bien sûr le cadre légal. Sans cette base, tout le reste s'effondre. C'est littéralement les fondations de la maison. Les directives exigent d'abord une loyauté professionnelle. Il faut agir de manière respectueuse envers ce que l'école représente. Ensuite, il est absolument crucial d'encourager des actions qui reflètent les valeurs de la société québécoise. Concrètement, si on est dans un atelier de mécanique ou un laboratoire de santé, ça peut vouloir dire valoriser la collaboration, le débat démocratique ou l'égalité au quotidien. L'éthique s'ancre profondément dans un cadre légal en vigueur. Et ça, c'est bien au-delà des simples opinions personnelles de chacun. Ce qui nous amène à la troisième section, la pratique au quotidien. L'éthique directement dans la classe. Alors, comment tous ces grands cadres institutionnels se manifestent-ils à l'échelle d'une classe? La réponse, elle commence par l'intégrité. Et ce qui est défini ici dépasse, et de loin, la simple notion d'être bien intentionné. L'intégrité requiert de connaître activement les enjeux éthiques propres à sa pratique pour pouvoir agir correctement. Si on imagine un instant une situation où une personne enseignant la plomberie reçoit une offre de matériel gratuit d'un fournisseur local en échange de la promotion de ses produits auprès des élèves, agir avec intégrité, c'est avoir le savoir nécessaire pour repérer ce conflit d'intérêts immédiat, et surtout c'est prendre les mesures qui s'imposent pour protéger l'impartialité de la formation. C'est de l'action concrète. Vient ensuite la confidentialité, et là c'est propulsé par des mots très forts tirés de la source, vigilance et diligence. Il faut protéger les informations touchant à la vie privée des élèves et des acteurs éducatifs. D'ailleurs, cette fameuse vigilance n'est pas du tout qu'un grand concept théorique qui flotte dans l'air. Dans la vraie vie, c'est un acte aussi pragmatique et routinier que de verrouiller systématiquement son écran d'ordinateur avant de quitter un bureau. C'est ne pas laisser traîner un dossier d'évaluation sur un comptoir ou encore éviter de discuter des difficultés d'apprentissage d'un élève à voix haute en plein milieu du corridor. C'est vraiment un bouclier tous les jours. La pratique au quotidien repose aussi sur une reconnaissance structurelle. Il faut respecter les rôles et les responsabilités de toutes les personnes engagées dans la communauté éducative. L'écosystème scolaire est incroyablement complexe et interconnecté. Le personnel de soutien, la direction, les familles, les élèves, tout ça forme un tissu très serré. Piétiner les plates-bandes d'un collègue ou ignorer l'expertise d'une personne en éducation spécialisée, ça fragilise l'ensemble du groupe. Reconnaître les frontières et la valeur de chaque fonction, c'est une exigence absolue pour que tout fonctionne sainement. On arrive maintenant à la section 4, la lutte contre l'exclusion, le rôle du champion actif. C'est à ce stade précis que l'énergie des directives change radicalement. On passe de l'application de règles de base à une action véritablement courageuse. Le contraste est saisissant quand on observe ces deux états. D'un côté, on a le risque de laisser passivement un environnement reproduire des situations de discrimination et d'exclusion, ce qui est profondément toxique. De l'autre, on trouve un mandat d'action sans aucun compromis, dénoncer et déconstruire ce qui produit l'exclusion. Il s'agit de s'attaquer de front au savoir, aux pratiques, aux attitudes et aux processus biaisés. L'éthique exige de démanteler activement ce qui nuit à l'égalité, plutôt que de regarder ailleurs en silence en espérant que ça passe. Ce qui ouvre la porte à notre cinquième section, créer un milieu inclusif pour favoriser l'équité. Une fois l'engagement pris de déconstruire ces dynamiques nuisibles, une question critique, tirée directement de nos sources, s'impose naturellement. Comment, de manière tangible, prévenir toute forme de discrimination?
Eh bien, les documents de référence offrent une marche à suivre très claire. Il faut adopter des pratiques équitables, transparentes et inclusives. Et attention, la portée de cette consigne est super vaste. Elle s'applique aux élèves, évidemment, mais également aux collègues et à toute la communauté environnante. C'est un véritable effet domino. Une attitude équitable et transparente adoptée envers le corps professoral assainit le climat global de l'école. Ce climat sain ensuite transforme directement l'environnement dans lequel l'élève évolue. Le rôle ici, c'est d'agir comme un rempart contre les préjugés à absolument tous les niveaux de l'institution. Ce petit parcours illustre un cheminement logique, puissant et vraiment transformateur. Tout commence par la théorie, en amont, connaître les enjeux éthiques de la profession. Mais on le sait bien, le savoir seul, c'est insuffisant. Il faut impérativement traduire ces connaissances dans la réalité, en adoptant des pratiques équitables au quotidien. Et c'est uniquement par cette combinaison de savoir et de faire que l'on parvient au résultat final, c'est-à-dire prévenir la discrimination de manière effective. L'action est le pont indispensable entre la théorie et la prévention réussie. Et finalement, notre 6e et dernière section, l'engagement éducatif, l'impact ultime. Au final, en rassemblant tous ces piliers, depuis le respect strict du cadre légal jusqu'à la déconstruction courageuse des processus excluants, une vérité majeure émerge. L'objectif de ces fondements n'est pas de créer une bureaucratie scolaire parfaite ou une liste de règles ennuyeuses, non. C'est de forger un écosystème où chaque individu est respecté et valorisé pour de vrai. Alors on peut se poser la question, quel avenir ces fondements éthiques bâtiront-ils pour les élèves et pour la société québécoise de demain ? En appliquant cette intégrité, cette vigilance et ce courage, l'enseignement professionnel ne se limite pas du tout à transmettre des compétences techniques. Il modèle littéralement le tissu social futur. C'est une mission d'une portée extraordinaire. Merci de nous avoir suivis pour cette présentation des textes de référence.